On parle souvent des inspirations de George R. R. Martin, comme s'il fallait absolument répondre à l'injonction de la connaissance des origines. Préoccupation somme toute assez légitime et humaine. Alors on disserte, on explore, on se demande ce qui a pu pousser l'auteur à écrire tel événement ou telle ligne de son roman. Mais en parcourant ce chemin, dédicace aux fans de Kyo, on oublie assez que Martin ne représente qu'un jalon sur la route et que celle-ci, pour reprendre un certain professeur anglais, se poursuit sans fin. Dès lors s'impose la question de son héritage. De quels enfants a pu accoucher l'influence du trône de fer en littérature, au cinéma ou à la télévision? Si vous aurez quelques éléments de réponse autour de nos interviews d'auteurs sur le blog de la Garde de Nuit, en repensant à Sansa et à son destin aux Aériers, m'est apparu un descendant télévisuel tout naturel de notre saga préférée. Galavant. On y suit un héros parti avec sa bande pour reconquérir sa belle enlevée par un roi tyrannique. Sur le papier, la série emprunte bien évidemment aux contes de fées comme à Princess Bride, mais dans les faits, elle les contourne constamment dans des twists à la Martin avec un sens du pastiche et de la bonne humeur tout à fait désarmant. Quel rapport avec le sujet du jour, me direz-vous? Outre que la musique est signée Alan Menken, lequel, je vous le donne en mille, est à l'origine de la version Disney de La Belle et la Bête, le destin de la princesse Isabella se calque sur celui de Sansa quand, pour échapper à son odieux destin, elle accepte d'épouser le prince du royaume voisin, un enfant qui s'avère être son cousin et qui se nomme Harry. Si vous ne voyez pas ce que ce prénom implique pour Sansa, restez encore une petite heure avec nous et tout sera plus clair. Toutefois, cependant et néanmoins, vous seriez tout à fait en droit de vous dire « Eh Chris, ben c'est bien capillotracté ton affaire, alors arrête ton cher, on sait bien que tout ça c'est juste pour nous passer du RuPaul. » Ce qui, admettons-le, pourrait être tout à fait vrai. Sauf que Galavant, en moins de 9 heures, est tellement imprégné d'hommages plus ou moins discrets et amoureux à l'univers de Martin qu'on se dit que Ryan Condal n'a pas le monopole du superfan. Je pourrais ajouter tout un tas d'exemples, mais ça gâcherait le jeu du loup et du dragon qui s'opère entre le fan de Martin et cette série bourrée de guests de qualité, depuis Rutger Hauer jusqu'à Kylie Minogue. J'en choisirai juste un, puisque c'est le sujet du jour, en vous disant que la princesse Isabella cultive, à l'instar de Sansa, le souvenir d'un baiser qui n'est pas tout à fait celui qu'elle se raconte. Et si ça n'est pas la preuve d'une empreinte de Martin sur les showrunners, je veux bien qu'on me prenne et qu'on me jette tout de suite à travers la porte de la lune. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur le mur, on espère que vous passez de joyeuses fêtes et histoire d'assombrir un peu les flocons qui tombent sur vos festins, on vous emmène dans la seconde partie de l'analyse du personnage de Sansa Stark. Pour ceux qui auraient raté la première partie, vous la retrouverez en description de ce podcast. Pour causer de la Reine du Nord en devenir, j'ai avec moi Babar des Bois, Nymphadora et Eridan, qui était déjà là pour la première partie bien évidemment. Coucou les gens. Justement, puisque tu as la parole, Eridan, je vais te la laisser. On va parler de la valeur de celle de Sansa, justement. Parlons un petit peu mensonge et délation et ouvrons ce petit programme. Alors ça tombe bien en plus parce qu'on n'a pas forcément la même lecture de cette thématique-là, c'est chez le personnage de Sansa. Mais effectivement, il y a un gros rapport du personnage quand même au mensonge qui apparaît très tôt. Je trouve, hein. En tout cas moi la lecture il m'a vraiment sauté aux yeux. Elle va mentir très facilement aux personnes qui l'entourent, notamment à Septa Mordan. Elle ment aussi à Joffrey, alors c'est généralement pour des pécadilles, hein. Elle vient de déballer à quel point elle aimait pas monter à cheval. Joffrey lui dit « Hey, nous pourrions aller chevaucher !» Et elle lui répond « Oh oui, j'adore monter !» On n'avait pas dit qu'on faisait les voix, hein, je crois. Non, mais je l'ai fait quand même. Du coup, on a un personnage qui, vraiment par convenance, un peu par facilité, va être assez habitué à ces petits mensonges qu'on fait pour tenir un rôle social. Ce qui d'ailleurs est assez intéressant puisque à un moment donné dans Agot, dans un chapitre de Ned ou d'Arya, je ne sais plus exactement, mais ces deux personnages-là se parlent et on a quand même Ned Stark qui finit par justifier certaines actions de Sansa. Il n'a pas voulu dénoncer Joffrey. Et Ned Stark, le fameux Ned Stark, dit quand même à sa fille Arya « Tout le monde ment, tu sais ma chérie ». C'est quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant parce que vraiment ça raccroche bien à la thématique du mensonge de Sansa, je trouve.
Donc voilà, des mensonges petits, d'autres plus grands et qui vont aller en grossissant parce que évidemment quand on est otage, la vérité devient dangereuse, surtout quand la personne qui vous retient en otage c'est Geoffrey et que à tout moment il peut décider d'envoyer sa garde royale pour vous rosser ou de passer lui-même à l'action si la fantaisie lui en prend. Puis d'un autre côté où on parle du mensonge, on a quand même aussi relevé qu'il y avait aussi une tendance chez Sansa de révéler certaines vérités. Notamment, c'est une de ses remarques à elle qui met la lumière dans l'esprit de Ned sur la bâtardise des enfants de Cersei. On pense aussi au fait que lorsque les Tyrell l'interrogent, elle finit par donner enfin, dire que Geoffrey est effectivement une personne monstrueuse et parler un petit peu de ses exactions. Voilà, ça montre un personnage qui est, à mon sens, ambigu, qui est plongé dans le mensonge d'une certaine manière, en tout cas pour qui le mensonge est omniprésent dans ses chapitres, mais qui va aussi avoir à un moment donné un rapport avec la vérité et avec les révélations qui va être assez important et à mon sens assez intéressant pour la suite, mais là c'est du contenu de faux, on va pas en parler tout de suite. Pour les gens qui nous écoutent, si vous n'êtes pas trop familier de la thématique du mensonge et de ce que ça implique dans le personnage de Sansa, on a l'épisode de la chandelle de verre qui est paru début décembre, dont vous avez le lien en description également, hein, qui traite de la théorie assez populaire aujourd'hui du Unkiss, donc que Nafadora a traduit par le souvenir d'un baiser. Et du coup, je pense qu'on peut laisser Nafadora en parler un tout petit peu avant de passer à la suite. Effectivement, parce qu'en fait, Sansa, alors, comme l'a dit Eridan, elle a, lors de tout son arc, un rapport très compliqué au mensonge, mais la première personne à qui elle ment, c'est elle-même. Sansa, en fait, elle a un dialogue intérieur qui est très très vivant et énormément de dissonance cognitive, notamment au moment où elle est otage. C'est un mécanisme de défense chez elle que beaucoup d'autres personnes ont. C'est un mécanisme assez classique et qui, notamment, vont conduire à des souvenirs biaisés, comme c'est le cas pour le fameux souvenir d'un baiser auquel on vous réfère. Mais c'est du coup assez intéressant parce que Sansa, c'est aussi la personne qui caste et qui n'aime pas le mensonge. En fait, Sansa, au début, on nous la présente en disant « Ah là, faut pas qu'on lui dise un truc parce que sinon elle va cafeter aux parents. » Parce qu'en fait, Sansa, c'est une gentille petite et elle aime pas que les gens mentent. Et on lui a dit que le mensonge, c'était pas bien. Et souvent, elle va embellir la vérité, elle va en faire des tonnes, mais elle-même, au début de son arc, on n'a pas forcément l'impression qu'elle met le doigt sur le fait qu'elle ment. Et quand, par contre, on lui demande explicitement de mentir, là, elle est assez inconfortable. Alors, les moments où elle va être confrontée à du mensonge vont en plus être assez angoissants dès le début, parce que le moment où on va la mettre face à la mort face à la possible mort de son père, où on lui demande de témoigner, c'est un moment très très difficile. Après, on va lui demander où est-ce que t'étais, ou on va lui demander, même dans un espèce de jeu très malsain de la part de Joffrey ou de Cersei, de dire des compliments, de dire ce qu'elle ne pense pas. Et tout le monde sait qu'elle ment à ce moment-là. Elle est consciente qu'elle ment, qu'elle est aussi très inconfortable avec ça. Et progressivement, au fil de son arc, elle va apprendre à mentir d'autant mieux. Et notamment, ça se matérialise à la fin de son arc dans Fist for Cross, où elle ment et où elle manipule avec beaucoup d'habileté le petit Robin Arryn, mais où elle se le justifie quand même, où elle a besoin de se dire d'accord, mentir c'est pas bien, mais en l'occurrence là ça va parce que je mens pour son bien. Et elle est toujours dans son dialogue intérieur à se dire ok, et là encore elle se ment à elle-même en le faisant, mais elle a besoin de se raconter des histoires et elle a besoin de toujours apparaître comme quelqu'un de bien dans son propre récit narratif. Et c'est du coup assez intéressant de voir le parcours de Sansa d'une manière factuelle,
versus ce qu'elle se dit elle-même de ce qu'elle doit penser, de ce qu'elle pense vraiment. Et pour rebondir sur ce que tu dis, il y a aussi, tu l'as un peu évoqué, le rôle de l'entourage de Sansa dans les mensonges, parce qu'il va beaucoup la pousser à aller dans cette voie du mensonge. Ça va être alors, sa situation d'otage, mais même sa situation de personne maltraitée, c'est-à-dire que si elle fait quelque chose qui ne plaît pas à Joffrey, elle va se faire frapper. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit mais dès la fin de l'intégrale 1, hein, donc de Agoth. Et en fait, tous les personnages qui l'entourent vont l'enjoindre à mentir. Et même Littlefinger va en faire le cœur de son apprentissage. Et ce qui est intéressant, c'est que, oui, donc tu parles de ce dialogue intérieur entre Sansa et son rapport au mensonge. Il y a des moments où elle est quand même très lucide sur ce qu'elle fait et où par exemple elle commence, alors c'est un des chapitres, je crois que c'est dans Hakok, donc dans l'intégrale 2, où elle se dit oh mais enfin tout ce monde-là ne serait que mensonge toujours et à jamais, et où ça la déçoit. Le tome d'après, Assos, où elle finit par dire ah mais du coup mentir lui était beaucoup moins ardu maintenant. Et ce dernier chapitre, ce fameux dernier chapitre de AFFC, donc l'intégrale 4, où elle arrive quand même à la conclusion donc elle ment sur la mort de Lysa Arryn, en disant la vérité ne lui apparaissait guère plus qu'un mauvais rêve qui troublait de temps à autre son sommeil. Donc on voit aussi cette évolution de Sansa par rapport au mensonge, avec une perspective où ça va intégrer vraiment son schéma là aussi de compréhension du monde et de fonctionnement au sein des cours, au sein de la société. Nymphadora. Et en fait, là aussi, dans le tout dernier chapitre, ce qui est très intéressant de noter, c'est que son mensonge va aussi de pair avec une espèce de dissociation de son identité. C'est plus facile de mentir quand on n'est pas soi-même. Et en fait, Petyr Baelish lui a créé le personnage de Alayne. Et dans son narratif intérieur, elle se dit c'est Alayne qui agit, c'est Alayne qui parle. Et en étant Alayne, elle arrive à vivre son mensonge et à vivre la vie de Sansa Stark comme un rêve. Et d'une certaine manière, on la voit perdre son identité au passage. Et c'est assez intéressant de voir à quel point elle est du coup protéiforme dans son approche, et elle se perd elle-même. Elle sait très bien qu'elle est Sansa, mais elle a besoin d'être Alayne, et ce n'est pas un masque qu'elle prend, c'est vraiment une autre identité. Elle a besoin de s'écrire l'histoire d'Alayne et de vivre en étant elle. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé le podcast précédent en précisant que Arya et Sansa étaient construites en opposition. Et pourtant, sur ce point-là, quelque part, quand je vous écoute, je trouve qu'elles se rejoignent, puisque Arya suit le même, on va dire, modus operandi, justement en repoussant son identité d'Arya Stark pour pouvoir devenir quelqu'un d'autre aussi, quoi. Et je pense que c'est quelque chose du coup qui traverse un peu on va dire la famille Stark en tant qu'axe narratif, puisqu'on va avoir la même chose un peu avec Jon et les Sauvageons, pour ne prendre que ça, ou même peut-être Bran, mais je crois que Babar avait quelque chose à dire à ce sujet. Ouais, c'est la thématique de la perte d'identité et de revêtir une autre identité qui est une thématique très très chère à George Martin. On en avait parlé dans le podcast sur Bran. Bon, évidemment, Arya là-dessus. N'en parlons pas. Ouais, c'est ça. Ce que c'est matérialisé dans le livre par le fait que Sansa disparaît des points de vue. C'est plus Sansa qui parle, c'est Alayne. Et quand elle a ses pensées intérieures, ça va être Alayne, quand elle se parle à elle-même, sauf à 2 occasions. Quand on lui parle de Winterfell ou quand on lui parle de Jon Snow, en fait, là, d'un coup, on va voir Sansa se remémorer ceci, cela. Donc, Sansa n'a pas totalement disparu. Mais effectivement, elle essaye de revêtir au maximum cette identité d'Alayne. Et ce qui est intéressant, c'est que Sansa, comme les autres enfants Stark, et en particulier Bran, va faire ce qu'on appelle en littérature une catabase, c'est-à-dire c'est un motif littéraire qui est une descente aux enfers et une remontée qui va la transformer. Alors chez Sansa, ça prend pas la forme d'une descente aux enfers, mais plutôt d'une montée aux Ériers. Et quand elle ressort aux Ériers, elle a cette phrase elle avait gravi la montagne en étant Sansa Stark et elle en descend en étant Alayne Stone. Donc ça marque vraiment sa transformation. Et c'est renforcé, je trouve, dans le récit par une inspiration. Alors, je ne sais pas si elle est volontaire, consciente de la part de Martin, mais je l'ai trouvée intéressante, je l'ai trouvée en tout cas présente.
qui est reprise du motif mythologique de Perséphone et Hadès. Hein, donc si vous vous rappelez du récit, de ce récit-là, on est sur Hadès, donc le dieu des enfers grecs, qui va enlever une jeune déesse qui s'appelle Choré encore à ce moment-là, Choré qui veut dire la jeune fille, hein, qui est très liée à sa mère Déméter. Donc Hadès vient récupérer Perséphone, l'emmène dans les enfers, où elle devient reine des enfers. Et bon, il y a plusieurs versions ensuite, mais globalement, la mère est pas contente, essaye de récupérer la fille. Il y a la bisbille entre les deux, ce qui fait que Perséphone en fait sort des enfers 6 mois par an, puis revient aux enfers 6 autres mois par an, et ça fait le balancement des saisons. Et ce qui permet à Perséphone de rester dans les enfers, ça va être le fait qu'elle prend une grenade. Ou une moitié de grenade, hein, en fonction des récits. Ça, c'est quelque chose qui est souvent repris même dans les fictions qui vont romancer Perséphone et Hadès, le motif de la grenade. Et c'est une grenade qu'on va retrouver dans un chapitre de Sansa de Assos, quand Littlefinger ramène Sansa dans sa tour là, paumée au doigt. dans les doigts. Voilà, dans les doigts. Il coupe une grenade en deux et lui en donne une partie en disant prends ça. Bon, Sansa ne la prend pas, prend une poire plutôt. Donc intéressant. Mais voilà, dans ce motif-là, on a quand même un Littlefinger Hadès qui vient enlever une jeune fille qui s'appelait littéralement jeune fille pour la transformer en reine des enfers. Voilà, je trouve le motif intéressant. Faudra voir où ça va. Et ça souligne justement cet aspect de transformation d'identité, hein, qu'on retrouve du coup dans l'arc narratif de Sansa. Mais alors cette transformation, ce qui est intéressant par rapport au fait qu'elle monte aux enfers, c'est qu'elle est finalement assez salvatrice dans la réception que les gens ont du personnage de Sansa, qui part quand même avec une image plutôt négative. On peut demander à beaucoup de gens pourquoi est-ce qu'ils n'aiment pas Sansa. Il y a plein de raisons. La première étant que petite délation à la fin du tome de l'intégrale 1 qui intervient et qui du coup amène au mieux, on va dire, une espèce d'indifférence un peu froide, au pire une détestation assez viscérale. Babar. Ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Sansa, Eridan en parlait dans le dernier podcast, on a son point de vue, son chapitre point de vue, vraiment très tard. Hein, c'est le 16e chapitre, on a déjà eu tous les autres personnages principaux avant, et en fait, on a déjà vu Sansa déjà par les filtres d'autres personnages. Et donc, on a déjà eu le temps de se faire un avis sur Sansa, et qui n'est pas un avis qui est forcément positif. Parce qu'en plus, Sansa, elle est promise à Joffrey, elle aime Joffrey, elle aime Cersei, et le lecteur, lui, a déjà appris à détester Joffrey, à détester Cersei. Donc, par un phénomène d'assimilation, on va avoir un petit peu voilà, certains lecteurs ont pu avoir un petit peu de mal à s'identifier ou avoir de l'affection pour ce personnage-là, entre autres raisons. Effectivement, la question de la délation, alors que je pense qu'on peut relativiser. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on apprend que Sansa est allée voir la reine après que son père lui ait dit je vous renvoie à Winterfell et je te trouverai un autre mari, mais on va briser les fiançailles avec Joffrey. Et donc en fait Sansa va voir la reine et va tout lui baver, et ensuite elle finit enfermée dans sa tour. Je trouve qu'on a un petit peu trop surestimé l'importance que cette séquence a eue, parce que en relisant, Sansa dit bien que le coup d'état, en fait les violences de ce coup d'état ont lieu à peine quelques heures après qu'elle soit allée voir Cersei. Donc en gros les pions étaient déjà en place, quoi. Elle n'a pas beaucoup apporté au plan de Cersei, ou en tout cas aux machinations. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez là-dessus. Effectivement, a priori, Cersei, elle avait ses propres rapports, hein. Il y a des espions partout, et c'est pas comme si Ned avait été d'une subtilité folle. Donc, a priori, même sans que Sansa aille voir Cersei, ça pue un peu la situation. Après, son acte de délation va probablement plutôt avoir comme conséquence
le fait que elle se fait enfermer elle-même, quoi. En fait, elle a scellé son propre destin. Avant de sceller celui de Ned, c'est surtout le sien qu'elle scelle. Ouais, et puis il y a un, il y Ça, a c'est un un effet, problème. il y a un effet un peu syndrome de Stockholm quand même déjà qui est déjà actif parce que quand tu te dis Cersei, c'est celle qui a fait buter sa louve, tu vois, déjà elle a un rapport à Cersei et à Joffrey qui est hyper malsain et qui est déjà, en fait, ça vient juste, comme tu dis, refermer la porte qui était déjà légèrement en train de bouger, quoi. C'est le fait qu'elle s'enferme elle-même, en fait, que ses actions conduisent à sa perte, c'est un peu une thématique qu'on a aussi chez Sansa. Pareil, quand elle va dire à Dontos que oh là là, les Tyrell, ils veulent me marier à Willos. Ça fait que 3 chapitres après, elle se fait marier à Tyrion, quoi. Donc elle est elle-même la première victime, en fait, de ses actions. Iridan? Ouais, non, pour rester du coup sur la trahison d'Eddard, je pense que ce qui a été aussi mal vécu, c'est qu'effectivement, on a passé toute une intégrale à voir Sansa choisir le roi, son prince charmant, au détriment de sa famille. Et ça, c'est aussi ça qui, à mon sens, a fait que le personnage n'a pas été aimé pendant très longtemps. Je pense aussi que l'intégrale 2 est beaucoup en cause dans la réception du personnage parce que on suit une victime et c'est douloureux et il y a beaucoup de personnes qui ont un avis préconçu sur comment les victimes devraient se comporter alors que effectivement la manière dont Sansa se comporte est peut-être la meilleure manière pour survivre, en tout cas dans le milieu dans lequel elle est à ce moment-là, ça pourrait être discuté. Pour finir juste sur la délation par rapport à Eddard, non, effectivement, elle apporte très peu d'informations à Cersei que Cersei n'avait pas déjà. Elle ne lui apporte pas a priori beaucoup de soutien, beaucoup de voilà. Enfin, si Peter Baelish met le guet au service de Cersei, si Janos Slynt se met au service de Cersei, c'est a priori pas que à cause de Sansa, ou alors c'est vraiment que tout ce beau monde a été d'une rapidité folle, comme disait Babar. Enfin, chronologiquement parlant, c'est pas possible. Si ça intéresse les gens, on avait débunké cette question-là lors de la relecture, et vous avez du coup le chapitre 50 sur Eddard 14, le 14e chapitre d'Eddard, où justement on s'était un petit peu posé la question de la responsabilité, qui est responsable, et on avait trouvé un SSM de George Martin, une déclaration de George Martin où il disait une seule personne ne peut pas être blâmée pour la chute de Ned. Notamment, il donnait cette réponse-là parce qu'on l'avait interrogé sur la responsabilité de Sansa, ce qui prouve que très vite quand même, les lecteurs ont pointé une responsable, sans doute à tort, puisque Ned est tout aussi responsable, voire plus. Cersei est largement plus responsable. Joffrey n'est pas responsable de grand-chose. Enfin bon, voilà, il y a quand même une bonne douzaine de personnes qui sont impliquées là-dedans et qui auraient pu agir différemment. Il n'y a pas que Sansa qui est à pointer du doigt dans cette histoire. Il y a une autre association qu'on fait souvent avec Sansa, pour le coup, c'est Catelyn, finalement, qui est aussi un personnage dont la réception est au mieux un peu problématique, on va dire, au pire, une fois de plus, très haineuse. Et je pense que ce parallèle entre les deux personnages, qui en plus est visible même dans certaines réactions, il suffit de voir à quel point les cheveux ont de l'importance pour le personnage de Catelyn et à quel point à la fin, quand on laisse Sansa à la fin d'AFFC, ça en a aussi quand elle touche les cheveux de Robin. Donc du coup, il y a quand même des choses qui évoquent l'une chez l'autre. Et ça ne doit pas être complètement anodin, on va dire, dans cette mauvaise réception. Baba ? Dans cette réception du personnage de Sansa, il y a aussi plein de petits éléments qui participent à cette construction d'un personnage qu'on peut avoir du mal à apprécier. Le fait que, par exemple, elle perde son loup assez tôt, et on n'a pas du tout son point de vue juste après la perte de son loup. Ce qui fait qu'on l'a beaucoup plus tard, au moment où elle a déjà en fait fait son deuil. Ce qui fait que tous ces pleurs et tout l'attachement qu'elle peut avoir avec son loup, en fait, on l'a assez peu. Alors la figure de Lady va rester jusqu'au bout,
dans la tête de Sansa, mais son deuil qui pourrait attirer de la sympathie pour ce personnage-là est évacué. Hein. On a aussi le fait que, comme tu disais, Chris, elle est quand même très très méprisante. Un mépris de classe, alors qu'il lui a inculqué par sa mère. Hein. Pour le coup, les bâtards, ça lui vient pas de son père. Hein. Ça, c'est du Catelyn tout craché. Et elle est souvent vue dans Acock comme un personnage sans cervelle, qui est pas vraiment le cas, mais on aura l'occasion je pense, d'en reparler. Nafa ? Effectivement. Alors, je crois que l'un des principaux problèmes de Sansa, c'est qu'elle n'est pas Arya. C'est souvent ce qu'on lui reproche le plus. Ouais. Et en fait, pourquoi ? C'est parce qu'en fait, les femmes qu'on admire d'habitude, c'est celles qui veulent se sortir du schéma patriarcal. Et c'est celles qui possèdent des qualités typiquement masculines. Et on va valoriser les qualités masculines chez les personnages féminins qui cherchent à se libérer du schéma patriarcal. Sansa, elle, elle n'a pas vraiment besoin de liberté, elle n'a pas besoin de révolte, elle est heureuse, elle aime broder, elle aime faire plaisir aux gens. C'est une petite fille qui aime des trucs de petite fille. C'est une petite fille qui rêve de se marier avec un prince charmant, qui a des rêves de petite fille. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, peut-être que les petites filles, elles rêvent moins de se marier avec des princes charmants, mais elles rêvent de devenir influenceuses. Hein. C'est pas forcément beaucoup plus glorieux, mais c'est comme ça. Quoi. C'est des rêves de petite fille. Bon, c'est pas très loin l'un de l'autre non plus, hein, mais... Il faut rappeler qu'elle a 12 ans. Hein. Enfin... elle commence, elle a 11 ans quand on la rencontre. Et en fait, dans cette réaction-là, il y a un certain sexisme internalisé que l'on ressent. Le fait de rejeter Sansa pour lui préférer Arya, c'est aussi un schéma qu'on retrouve parce que dans la fiction, on nous a présenté des femmes badass tout le temps. Une femme puissante, c'est une femme badass. C'est une femme qui est active. Sansa, elle a quand même un côté très passif. On voit, c'est une vie intérieure très, très riche, mais elle est passive face aux événements. Et limite, c'est sa passivité qui lui permet de survivre. C'est parce qu'elle s'empêche d'agir qu'elle peut survivre. Si vous mettiez Arya dans la même situation, Arya, elle est incapable de s'empêcher d'agir et elle finirait probablement très très mal. Sansa, elle, par son dialogue intérieur, par les récits qu'elle se raconte, elle se force systématiquement à se cacher derrière son armure de courtoisie et derrière son sourire. Et cette passivité, c'est quelque chose qu'on lui reproche énormément, parce qu'on est habitué, nous, pour qu'une femme soit forte, à ce que ce soit une femme qui agisse, et qui agisse contre le patriarcat en particulier, qui veuille sortir de sa gangue du patriarcat. Et en fait, c'est aussi quelque chose que l'on a, qui nous vient beaucoup de ce qu'on appelle le féminisme de la deuxième vague. C'est-à-dire c'est le féminisme des années 70 par là, donc après la vague Flower Power, tout ça. Ça s'arrête, cette deuxième vague, avec la troisième vague qui commence dans les années 90. Et en fait, à cette époque-là, donc, qui est totalement l'époque de George Martin qu'il a vécu, c'est le féminisme que lui, il connaît. À cette époque-là, ce qu'on veut, c'est des femmes qui sortent du moule. On veut qu'on accepte les femmes qui sortent du moule, on veut qu'elles aient une sexualité libérée, et les filles qui veulent rester dans le moule, c'est des cruches. Si on veut, on peut par exemple faire le parallèle aussi avec une autre autrice, pour le coup, qui se dit féministe et qui est féministe, qui a participé à plein de mouvements féministes, de cette seconde vague, qui est J.K. Rowling. Quand vous regardez aujourd'hui avec un filtre féministe la saga Harry Potter, vous vous rendez compte que tous les personnages féminins, tous les personnages qui aiment le rose par exemple, tous les personnages qui se maquillent, qui sont belles, ce sont des personnages idiots, qui gloussent et qu'on ne doit pas aimer. Ce qu'on aime chez ces personnages, c'est quand elles prennent un rôle très homme, qu'elles prennent des caractéristiques de l'homme et qu'elles se les approprient.
Et de facto, chez Sansa, c'est ça qu'on n'aime pas justement. Sansa, c'est la fille qui veut faire la fille. Et on va dévaloriser ses qualités typiquement féminines. Alors que, techniquement, une fille qui porte des robes, figurez-vous que elle peut aussi être intelligente et avoir envie d'être jolie. On a un personnage qui vient faire finalement la jonction entre Sansa et Arya, qui je trouve est brillante sur ce plan-là. Qui est à la fois dans quelque chose où elle va avoir des qualités masculines parce qu'elle veut être chevalier, et en même temps, je trouve que dans le discours intérieur du personnage, on est quand même plus proche de quelque chose comme Sansa, en termes d'idéalisation notamment de la vie qu'elle voudrait mener. Et de la chevalerie. Et de la chevalerie, effectivement. Baba ? Ouais, moi j'avais alors plutôt une réflexion ouverte, mais du coup ce que disait Nympha me fait penser à quelque chose. Est-ce que vous pensez que Martine est en train de créer là un antagoniste ou pas, en fait? Parce qu'on a pour l'instant c'est un protagoniste. Enfin moi j'avoue que Sansa, je l'aimais pas du tout au début sur ses premiers chapitres de Agoth. Je la trouvais trop méprisante et trop proche de Joffrey, Cersei, etc. Mais j'ai totalement basculé au moment de son tout dernier chapitre de Agoth où elle est à deux doigts de se balancer contre Joffrey pour le faire tomber. Elle a arrêté d'un moment, ça c'était mon moment de bascule. Et ouais, et du coup je me demande en fait, on finira là-dessus, mais comment est-ce qu'il construit son personnage? Qu'est-ce qu'il veut nous faire avoir comme sentiment par rapport à elle? Enfin, je pense que c'est quelque chose de complexe, mais... Eridan ? Moi, je suis pas convaincu qu'il crée forcément un antagoniste. Je pense plutôt que, à l'origine du livre, il nous présente deux factions qui sont très marquées moralement parlant. Tu as les gentils Stark, les méchants Lannister. Et petit à petit, en fait, il s'amuse à brouiller absolument toutes les cartes sur ces personnages-là, en tout cas, et à faire des personnages très gris. Jaime, qu'on déteste dans l'intégrale 1, on se rend compte que finalement il avait des bonnes raisons d'agir comme il a agi, et peut-être qu'effectivement Ned Stark l'a jugé un peu vite. Cersei, c'est plus compliqué d'avoir de l'attachement pour elle, d'autant qu'elle prend quand même les pires décisions et que c'est une personne absolument épouvantable. Mais elle a quand même quelques fans. Tyrion est quand même dès le départ là pour nous dire « Hey, regardez, dans les Lannister, peut-être que tout le monde n'est pas complètement acheté. » Et à l'inverse, je trouve que les personnages Stark qu'on aimait au début s'obscurcissent de plus en plus avec le temps. C'est le cas de Sansa, on va y revenir. Bran, on avait largement eu l'occasion d'en discuter dans le podcast. N'hésitez pas à aller l'écouter. Jon, qui va être une espèce de roi cadavre déambulant, je pense qu'effectivement on va voir le personnage sous un autre angle. Catelyn, qui est déjà un cadavre ambulant, on n'a plus du tout envie de l'aimer, déjà qu'on l'aimait pas beaucoup à la base. Et puis bon, Arya, c'est juste une psychopathe qui tue des gens à tour de rôle. Donc l'un dans l'autre, je ne sais pas en fait si ça va nous mener à un personnage qui va être purement un antagoniste. Mais effectivement, peut-être que de princesse Disney, elle va passer à un moment donné à quelque chose plus de l'ordre de la méchante belle-mère. Enfin ? Étant donné que tout est construit quand même en miroir d'Arya, et que Arya a commencé très très haut sur l'échelle de la positivité pour atterrir déjà en ce moment très 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 gris, disons. Elle est quand même complètement sociopathe, cette gamine. On est sur du gris sombre, quoi, ouais. Et encore aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui adorent Arya et qui lui trouvent plein d'excuses. Et je pense que petit à petit, il noircit de plus en plus Arya. Et un beau jour, je pense que plus personne ne pourra se dire « Ah ouais, non mais Arya, là, il y a vraiment un gros problème. » Je pense que tout le monde va, à la fin, devoir ouvrir les yeux sur Arya, et que plus ça va aller, et moins ça va aller pour Arya. Et de facto, je pense que comme on est en miroir avec Sansa, on est parti sur quelque chose de beaucoup plus bas et beaucoup plus gris dès le début. Du coup, je pense que elle va pas devenir un personnage lumineux, c'est pas possible. Elle est complètement traumatisée de toute façon. J'ai vu son entourage. Elle est dans un hydra, etc. Mais je pense que contrairement à ses frères et sœurs, elle garde quand même un côté assez moral et assez lumineux
notamment envers les faibles, que n'ont pas forcément les autres. Typiquement, quand elle va vers Dontos, en fait, c'est à peu près le seul personnage qui a des actes de bonté dans la saga, où elle va, de manière complètement désintéressée, aider quelqu'un d'autre à sa place. Et du coup, je pense qu'on va continuer un peu sur cette pente-là, à être toujours sur le fil du rasoir. Elle va avoir des actes atroces. De toute façon, c'est déjà annoncé dans la fin de Fist for Crows. Mais je pense que moralement, contrairement à Arya, elle a un compas qui est là et qui fait que, alors qu'au début, elle méprisait les faibles, elle méprisait les autres, ce sera finalement celle qui, à la fin, sera peut-être celle qui aura le plus d'actes de bonté envers les faibles. Et notamment parce qu'elle reconnaît dans les gens faibles une partie d'elle-même qui a souffert sous le joug de Geoffrey. Eridan ? Je suis pas totalement d'accord, mais en même temps, c'est parce que on n'a pas la suite de la saga, justement, pour être tout à fait sûr de ce que Martin veut créer. J'ai dans l'idée, personnellement, que ce sera moins quelque chose de l'ordre de défendre les faibles, plutôt que quelque chose de l'ordre de punir les monstres et punir les vrais méchants. Mais peut-être que là-dessus, c'est mes projections à moi. On verra bien ce qu'elle fera quand elle aura le pouvoir pour de vrai. Oui, parce que finalement, ce qui reste un petit peu dans cet ordre d'idée, c'est que pour l'heure, c'est un personnage en construction, et que, enfin, en construction en tant que femme de pouvoir, et quand elle l'aura, comment ça va se passer? C'est toujours un peu le même principe que par exemple avec Daenerys, dont pour l'instant on suit les histoires et on peut encore s'attacher au personnage, mais c'est parce qu'il est juste pas encore en train de taper sur tous les autres qu'on aime bien à Westeros. Et je pense que Sansa, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que pour l'instant, elle n'a pas forcément le pouvoir, mais quand elle l'aura, elle va forcément être en train de jouer le jeu des trônes. Et au jeu des trônes, il n'y a pas de moyen terme, quelque part. Eridan ? C'est pas tout à fait vrai, ça pour le coup, c'est la vision de Cersei, et c'est pas tout à fait vrai. Il faut pas oublier que Cersei est une très mauvaise politologue. Non, enfin, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je pensais d'ailleurs, pendant que tu parlais aussi au personnage de Jon Snow, qu'on suit d'abord comme un simple frère juré de la garde de nuit, un bâtard, blabla, et qui se retrouve à avoir lui aussi du pouvoir dans l'intégrale 5 en même temps que Daenerys, et c'est très intéressant de suivre leur construction à tous les deux, parce qu'ils sont confrontés à des responsabilités et à des prises de décision qui sont compliquées. Dans le cas de Sansa, c'est un peu compliqué pour le moment de voir ce qu'elle va pouvoir en faire de ce pouvoir. Elle va l'avoir de toute façon, puisque par son statut, elle est déjà un objet de pouvoir, mais elle peut aussi devenir une influenceuse, pas YouTube pour le coup, et pas beauté, contrairement aux jeunes filles modernes, mais elle peut avoir de l'influence, elle peut en avoir du pouvoir, que ce soit personnellement ou que ce soit par le biais d'un éventuel mari. La question, c'est qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va en faire en fait. Là-dessus, on peut se dire que ses mentors actuels sont pas forcément les meilleures personnes qu'on puisse trouver. Sansa n'a pas eu beaucoup de cours de la part de Eddard. A l'inverse, elle a pris quelques leçons de Cersei, et c'est des leçons qui sont assez trashouilles. On les a dans Hakok au moment de la bataille de la Nera, et en gros, Cersei est une personne qui règne par la peur, les intrigues, la séduction, et quand je dis séduction, c'est généralement mettre son corps en avant, hein. Elle dit quand même que les armes des femmes, ce sont les larmes et leur sexe. Je vois pas Sansa se servir de la deuxième arme, très honnêtement. Encore que, peut-être, on ne sait pas, mais j'y crois pas trop. Par contre, les larmes, c'est possible. Je pense que Sansa peut avoir, par son innocence, par justement, oui, ce que disait Nympha, un petit peu son côté moral, cette boussole morale, peut avoir une certaine forme de pouvoir par la suite sur les gens qui vont avoir en fait envie de la suivre. Son mojo, quand Cersei lui balance les dures réalités de ce que c'est que d'être une souveraine, c'est quand même de se répondre intérieurement à moi je les forcerai à m'aimer. Elle veut que le peuple l'aime, elle veut que les gens l'aiment en fait, et je crois assez que c'est justement par l'amour
qu'elle va exercer son pouvoir par son innocence, par sa pureté, en étant justement ce qu'elle a un peu toujours rêvé d'être, à savoir cette princesse qui va pousser les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes et à quitter leur monstruosité. Alors là, tout ce que je dépeins, c'est pas très martinien pour le moment, mais j'ai un petit espoir quand même de ce côté-là, d'autant plus que si on regarde les autres femmes de pouvoir que Martine a créées, il y en a pas forcément beaucoup. Bon, il y a Daenerys bien sûr, mais Daenerys, elle a des gros dragons, et Sansa n'a pas de gros dragons. D'autant qu'elles ont en plus un rapport très différent à leur corps. Daenerys, elle a déjà été violée dès le départ, alors que Sansa, au contraire, c'est toujours une menace qui plane au-dessus d'elle. Du coup, pour moi, c'est moins vers Cersei et Daenerys que j'irai chercher l'inspiration du futur de Sansa en tant que femme de pouvoir, mais plutôt du côté d'Alysanne Targaryen, qui est la bonne reine, l'épouse, la sœur épouse de Jaehaerys le conciliateur. Et en lisant Feu et Sang, parce que oui, j'y reviens tout le temps, en lisant Feu et Sang, j'ai eu vraiment cette impression-là de me dire, tiens, si Sansa était reine, c'est sûrement ça qu'elle ferait, c'est sûrement de cette manière-là qu'elle régnerait. En tant peut-être que épouse d'un roi, alors j'espère qu'elle réussira à quand même avoir du pouvoir en s'affranchissant des mecs, hein, très honnêtement, elle le mérite. Mais en étant justement ce personnage qui reste quand même très innocent, hein. Alysanne a 40 ans, hein, ou... Oui, environ à 40 ans, je crois, ou à 30-40 ans, elle découvre que, oh là là, il y a un garde royal qui a 3 femmes et 30 enfants, mais c'est honteux, mais comment il a pu nous trahir comme ça, je suis trop triste et tout. Sansa, je l'imagine exactement comme ça, même à 30 ans, je la vois bien comme ça, à éveiller les meilleurs sentiments chez les gens et faire en sorte que les gens la suivent par amour. Après, son jeu d'influence, on le voit déjà un peu à l'œuvre dans le jeu par amour, on va dire. Même si c'est un amour très très sale, celui que lui porte Littlefinger, c'est déjà... Enfin, il agit déjà par amour pour elle, lui, de son côté. Il agit pas complètement que pour lui aussi, mais ça peut s'expliquer. T'aurais dit ça sur Robert Harrin, j'aurais été d'accord. Robert, lui, il agit que par amour. Justement, c'était mon deuxième exemple. C'était mon deuxième exemple, tu vois. Mais les personnages bougent déjà par amour pour elle, entre guillemets. Enfin, si tant est qu'on puisse voir plusieurs formes d'amour, parce que c'est toujours un peu dégueulasse. Mais je pense que elle a déjà ce rôle d'influenceuse. Ça y est, vous m'avez pourri avec ce mot-là. Babar. C'est intéressant parce qu'en fait, Sansa, elle est, de par sa naissance, elle est un objet de convoitise, même sans le vouloir, du tout. Donc à partir de là, il va falloir qu'elle s'adapte. Mais elle est un objet de convoitise. Alors peut-être les chapitres où ça se voit le plus, c'est dans Assos, donc l'intégrale 3, où ça commence par les Tyrell qui veulent la marier, la récupérer, la marier, Littlefinger qui veut absolument pas, donc qui balance à Cersei, qui du coup va la marier à Tyrion, puis Littlefinger qui essaye de la récupérer pour faire ses petits trucs de son côté, essayer de la marier à l'héritier du Val. Donc on a vraiment ce côté Sansa est la clé du Nord. Je crois que c'est tiré des bouquins, hein, cette phrase-là. Alors pas dans un chapitre de Sansa, mais Sansa est la clé du Nord. Qu'elle le veuille ou non. J'ai rematé un épisode cet après-midi où il l'utilisait 3 ou 4 fois, hein, donc du coup... Ah bon, ça se trouve c'est la série qui a des tensions. Mais en tout cas, elle est cet objet de convoitise et du coup, va falloir qu'elle s'adapte. Alors, elle se fait totalement manipuler. On voit pas mal de mécanismes de manipulation. Elle arrive aussi un petit peu, alors plus en marge, et on voit que ça commence à se construire. Hein. Chris parlait de personnages en construction, c'est totalement ça. Elle manipule aussi, hein, par les mensonges, par certaines de ses attitudes. Mais voilà, en tout cas, elle arrive assez bien à s'en tirer. Nympha ? Ouais, elle arrive assez bien à s'en tirer et à apprendre. Et ça, c'est assez intéressant parce que vraiment, elle a une résilience épatante. En fait, tout son parcours, elle commence, c'est quand même une pauvre fille qui sort de sa campagne, qui ne connaît aucun des codes de Port-Réal, qui s'en mord sacrément les doigts parce qu'elle fait l'erreur ultime, qui est celle de, du coup, tomber en amour pour Cersei et Joffrey, parce qu'on lui a dit que
ils étaient l'idéal de ce qu'elle devait aimer. Mais ensuite, elle apprend. Et elle apprend tous les codes de Port-Réal, elle apprend que tout le monde ment. Elle apprend que les chevaliers blancs, finalement, c'est les pipes pourris. Et en fait, elle va ouvrir les yeux tout en se taisant systématiquement. Et c'est assez intéressant de voir que quand on dit que Sansa est complètement cruche, et quand les autres personnages disent d'elle qu'elle est complètement cruche, ils la sous-estiment aussi beaucoup, je pense. Parce qu'en fait, Sansa, c'est un peu une éponge. Et elle est mise dans cet environnement atroce, mais son mécanisme de survie, c'est de se taire. Et c'est de mentir quand on lui demande de mentir, mais de se faire oublier. Elle devient petit à petit un fantôme, elle devient un objet, et elle accepte cette condition d'objet, elle accepte d'être passive. Et c'est dur pour elle. On est aussi face à une petite fille traumatisée. On est face à une petite fille qui pense au suicide quand même. Je ne sais pas si vous imaginez que à 12 ans, elle envisage de se jeter d'une tour. C'est hyper violent en fait. Mais elle réussit quand même à passer outre tout ce qu'elle subit, toutes ces agressions sexuelles, toutes les menaces de viol qu'elle subit, toutes les violences physiques qu'elle subit, toutes les violences morales qu'elle subit. Elle est humiliée systématiquement par Joffrey, par Cersei. On lui colle un mariage forcé. Enfin, et puis avec Tyrion. dans tout ça, en plus avec Tyrion, oui, et elle est terrorisée. Mais elle réussit tout de même à donner cette impression de soumission et de grâce. Et c'est vraiment sa courtoisie qui devient son bouclier avec énormément de force en fait. C'est utiliser et apprendre qui sont les autres sans les antagoniser. En fait, c'est une résilience impressionnante, quoi. Enfin, elle a une capacité de survie. Elle a une patience et une endurance que peu auraient en finale. Et en termes du coup d'inspiration plus historique, qu'est-ce qu'on pourrait retrouver, Babar, qui irait justement dans le sens de ce personnage dont on a souligné déjà la passivité, la résilience, mais aussi la capacité à faire les autres, à mouvoir le monde autour d'elle finalement. Effectivement, on a vu sur l'épisode d'avant et sur cet épisode que beaucoup des inspirations de Sansa étaient allées à chercher plutôt dans la littérature. On peut néanmoins évoquer quelques figures historiques. On va plutôt aller chercher dans des personnages politiques. Parce que, et alors ça c'est aussi un élément caractéristique de Sansa, c'est que Sansa, on voit que c'est un personnage de cour. Hein. À chaque fois dans tous ses chapitres, elle est, presque tous, elle est dans des événements publics de la vie de cour. Elle est à la chasse, elle est dans les tournois, elle est dans les audiences. Bref, c'est le personnage politique qui va progressivement, au fur et à mesure que ces chapitres avancent, qui va progressivement avoir des responsabilités de plus en plus grandes. Hein, dans Akok, pendant la bataille de la Nera, elle arrive un petit peu à gérer le reste des femmes assemblées, et surtout dans Feast for Crow, donc l'intégrale 4, elle a carrément des responsabilités plus importantes, hein, de gérer une maisonnée. Et donc, il faut aller chercher plutôt vers des personnages politiques avec deux inspirations. Alors, une qui est assez légère, mais qui, je pense, est intéressante d'un point de vue des mariages politiques, qui est le personnage de Anne de Neuville. Anne Neville, pardon. Alors, Anne Neville, c'est un personnage de la Guerre des Deux Roses. Bon, là, on tape pile dans les inspirations de George Martin, qui est la seconde fille de ce personnage qui s'appelle le Faiseur de Rois. Qui a été fiancé à un enfant de Richard York, donc du parti des York, qui est finalement marié au camp d'à côté, au moment où son père change de camp, mais son mari meurt, donc elle revient vers son fiancé de départ. Et donc le personnage d'Anne Neville en fait montre vraiment ce côté vraiment politique du mariage qu'on voit très très bien avec Sansa. Et le deuxième personnage que je trouve qu'on voit pas mal dans Sansa, c'est la reine d'Angleterre, Élisabeth Ier, hein, qui est reine donc, du XVIe siècle, fille d'Henri VIII et de Anne Boleyn, qui, alors je vais pas du tout refaire
sa biographie, hein, vous irez regarder ça sur Wikipédia ou ailleurs, mais qui en gros a une enfance bien mouvementée, elle est écartée de la succession plusieurs reprises, elle est emprisonnée en résidence surveillée, hein, comme Sansa. C'est un personnage qui aussi donc devient reine et va, surtout dans la deuxième moitié de son règne, vraiment se créer cette image de la reine vierge. Hein. Donc, Élisabeth Ier, elle se mariera jamais. Elle ne sera jamais mariée. Et elle se construit donc dans des représentations, dans les portraits, cette image de reine vierge. Hein. Ça fait partie de la propagande royale. C'est la reine qui est mariée à son pays ou à son peuple. Et donc, on en parlait quand on évoquait la menace de viol sur Sansa. Sansa, elle reste vierge. La tour où elle est dans les Ériés s'appelle la tour de la Vierge. Donc, je trouve que voilà, Martin y joue un petit peu sur cette figure-là. Si en plus on va chercher dans les détails, alors là qui sont plus romancés a priori de ce personnage-là, on s'éloigne un petit peu de la réalité historique, mais bon, Martin aime bien les histoires. On a un personnage qui, dans son enfance, a eu une histoire de robe déchirée, hein, devant un couple d'adultes, et un personnage qui a été retrouvé avec son père adoptif, qui était à ce moment-là Lord Protecteur, alors qu'elle avait 14 ans et lui pas loin d'une quarantaine d'années. Hein, donc on a aussi probablement des petits éléments que Martin est peut-être allé récupérer chez ce personnage de Élisabeth Ier. Et c'est des éléments, si je dis pas de bêtises, qu'on va retrouver pour le coup, pardonnez-moi l'écart un peu loin du bouquin, mais dans la série avec la conclusion de l'arc de Sansa, je pense dans la saison 8, et notamment, je voudrais pas dire de bêtises, mais j'aurais tendance à dire que la robe qu'elle porte dans la dernière scène est inspirée de cette période. Non, pas tant. Alors, Okay. pas vraiment, mais par contre, c'est l'image qu'ils veulent reprendre, notamment cette image, les portraits qu'on appelle les portraits en majesté, qui souvent représentent les souverains, et cette image de fin de Sansa, effectivement, reprend énormément cet imaginaire associé au portrait d'Élisabeth, de reine en majesté, avec des habits riches et symboliques. Et pour le coup, c'est vrai que dans les bouquins, Sansa aussi fait des robes un outil politique. Hein. Elle sait précisément quand choisir quelle robe pour bien plaire à la reine, pour bien plaire à Joffrey, pour bien refléter son statut, etc. Donc ça, c'est quelque chose dont elle connaît le langage des robes, en fait. Voilà. Et du coup, quel avenir pour notre chère Sansa Stark, pour le coup, Eridan? Alors, on a déjà un petit peu parlé de Sansa en tant que reine. Bon, il va falloir aussi parler de choses un petit peu moins agréables. Déjà, Sansa participe dès l'intégrale 4 à un meurtre, ou en tout cas à une opération de lobotomie du cerveau. En gros, on se rend compte en lisant ce chapitre que Littlefinger et elle sont agacés par les tremblements de Robert Harrin, qui sont effectivement un problème, et que du coup, il le soigne avec une substance qui est beaucoup trop forte pour lui, qui doit ressembler à des barbituriques et qui ne sont pas nettoyés par le corps. Et le maître dit à Sansa, il va falloir arrêter avec ce remède-là. Enfin, là, si on lui en donne encore maintenant, il faudra plus lui en donner pendant au moins 6 mois. Et Sansa dit, oui, très bien, faites comme ça, parlez-en à mon père, au Lord Protecteur, donc à Peter Baelish. Mais elle contribue consciemment, parce que pour le coup, elle ne peut pas faire autrement, elle ne peut pas l'ignorer, elle contribue consciemment à faire de Robert Harrin un légume. Et à la fin du chapitre, il est d'ailleurs très très clair que Littlefinger comme elle s'attendent à la mort de Robert Harrin. Hein. À la fin, Littlefinger lui dit quelque chose du genre la question n'est pas de savoir s'il va mourir, la question est de savoir quand. Ce qui annonce déjà tout un beau programme. Moi, je trouve que c'est passionnant la relation entre Robin Harrin et Sansa, parce qu'elle a une forme de pitié pour lui et en même temps une forme de dégoût de lui. Et même nous, à la lecture, on a aussi un dégoût profond quand Robin a des actes envers elle où il se fourre la tête dans ses seins, où il la force à l'embrasser, et on se dit, mais mon Dieu, c'est très malaisant. Et en fait, Sansa, elle le manipule par la douceur, et elle en est totalement consciente. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'elle le manipule et qu'elle cherche à le tuer, mais que
à travers lui, elle cherche aussi à tuer l'ancienne Sansa, la victime. Il y a un moment où elle fait un espèce de parallèle et où elle dit, ben voilà, Sansa, c'est celle qui n'était pas courageuse. Et Robin, c'est aussi celui qui n'est pas courageux. Et en fait, j'ai trouvé qu'il y a vraiment une certaine complexité dans leur relation où vraiment j'ai l'impression que Sansa se reconnaît dans Robin et reconnaît ce qu'elle n'aime pas d'elle-même. Du coup, ça facilite aussi son acte de le mettre à mort, finalement, de l'empoisonner. Parce que elle-même, la Sansa, pas courageuse, la Sansa qui est un boulet pour le monde, elle ne veut plus la voir. Et ce boulet terrorisé devait mourir pour devenir Alayne. Et vraiment, j'ai l'impression en tuant Robin, elle tue aussi une partie de Sansa. Kill the boy, comme disait l'autre. Comme disait Mespremon à Jon Snow, totalement. Juste pour rebondir sur cette histoire avec Robin, je trouve que là aussi, on peut aussi rapprocher du conte de Hansel et Gretel, qui est un conte quand même bien horrifique. Et à un moment donné, Sansa dit qu'elle cache le bonhomme dans des friandises. Donc il y a le côté vraiment assez horrible de tiens, on donne des bonbons à un enfant et on le tue par derrière, avec en plus une servante qui s'appelle Gretchen, qui ressemble quand même vachement, même en anglais c'est le même, à Gretel. Voilà, étant donné qu'il y a déjà eu plusieurs contes, je me demande si on peut pas faire en tout cas un écho à ce conte un peu horrifique. Et pour rebondir sur ce que vous dites, il y a quelque chose de tout simple en fait, c'est que si elle tue Robin, elle tue l'oiseau en fait, puisque Robin, on ne le soulignera jamais assez, mais en anglais, c'est le rouge-gorge. Et à noter que alors là c'est malgré elle, mais elle a participé à la mort de Joffrey. Après c'est bien malgré elle, mais il y a tout de même un passage... Et Dontos à ce compte-là. Ouais, mais il y a aussi un passage où elle souhaite la mort de Joffrey, où en se disant, au moment c'est de la présentation des cadeaux, où il y a cet immense calice qui est offert à Joffrey, et sa pensée intérieure c'est j'espère qu'il va trébucher et avec cette coupe et se briser les chines. Et dans son chapitre d'après où Joffrey est mort, elle se dit oh là là, j'espère que c'est pas moi, j'espère que je n'ai pas souhaité sa mort, etc. Donc il y a ce côté-là. Alors elle est absolument pas responsable de la pleure même pour lui. Enfin, il y a un rapport au meurtre et à la volonté, de donner la mort qui, je pense, en tout cas symboliquement est là. Et puis on verra ce que ça donnera pour la suite. Et alors, est-ce qu'elle va tuer Lord Baelish ? Oh bah sûrement oui. En fait, c'est surtout que c'est la personne la mieux placée pour ça, parce que pour le moment, c'est lui qui est en position de force vis-à-vis d'elle, en jouant le rôle du père protecteur, du défenseur du Val, de tout ce qu'on veut. Mais ça reste un parvenu entouré de gens qui le détestent et de gens qui ont toutes les raisons du monde de lui préférer Sansa Stark. Donc, à un moment donné, en fait, les aspirations de Baelish et celles de Sansa vont forcément rentrer en conflit. Enfin, c'est pas possible autrement. Baelish désire trop Sansa de manière charnelle et elle, à l'inverse, n'a pas spécialement envie de lui céder. Déjà, rien que ça, dans leur relation, ça va créer des tensions inévitables. En plus de ça, je pense que Baelish a encore tendance à l'heure actuelle, même s'il lui enseigne sa manière de mener ses intrigues, il a tendance encore à la considérer comme un pion. À la fin du dernier chapitre qui a été publié à l'heure actuelle, donc celui de l'intégrale 4, Littlefinger joue vraiment sur sa corde sensible en lui présentant un plan qui a l'air absolument merveilleux pour elle, où il lui promet qu'il va la marier à Harry l'héritier, c'est-à-dire la personne à l'heure actuelle qui hériterait du Val si Robert Arryn venait à mourir. Et il lui explique qu'avec ses cheveux auburn et la cape avec un loup-garou Stark au moment du mariage, quand les seigneurs du Val vont voir ça, ils vont forcément lui jurer leur épée et lui reconquérir Winterfell. Il y a de grandes chances que Baelish soit en train de lui mentir. Il veut lui faire croire que c'est son plan, parce que ça l'arrange,
Mais on a beaucoup réfléchi à ça au fur et à mesure des années qui se sont écoulées. Et la théorie qui émerge à l'heure actuelle, c'est plutôt que Harry serait le non-héritier. C'est-à-dire que Littlefinger tente de l'attirer aux portes de la Lune, aux Airiers, pour le tuer. Et pour se renforcer politiquement lui, puisque s'il n'y a plus d'héritier, s'il n'y a plus d'alternative à Robert Arryn, les seigneurs du Val sont obligés d'obéir à Peter Baelish, quoi qu'ils leur disent de faire, en fait. Mais d'un autre côté, comme il a vachement bien vendu du rêve à Sansa, bah, il y a de grandes chances qu'elle ait un fond d'amertume vis-à-vis de ça, peut-être, si jamais il lui tue encore un de ses fiancés. Bon, quand il lui a tué Joffrey, elle a dû être plutôt satisfaite. Mais là, avec Harry, peut-être que ça passera un petit peu moins. On ne sait pas encore pour le moment, on verra bien. Après, il reste une grande question sur laquelle on a de grands débats aussi. C'est de savoir, plus loin que ça, plus loin que ces meurtres et ces morts par lesquelles elle va sûrement passer parce que ce sont des étapes pour elle, qu'est-ce qu'elle va devenir à la fin? Est-ce qu'elle va devenir dame des Airiers, dame du Conflent, dame de Winterfell, parce qu'elle aurait des droits sur tous ces endroits? Et puis, est-ce qu'elle va pas même carrément devenir reine? Et si c'est le cas, qui serait le consort idéal? Est-ce que ce serait le prince du Nord, Jon Snow? Ou est-ce que ce serait le prince du Sud, Aegon Targaryen? Le débat est lancé, la question est posée. La Reine Vierge. La Reine Vierge me plairait énormément, j'avoue. Alors, La Reine Vierge, c'est la solution qu'a choisi la série pour le coup. Oui, enfin, oui. Alors, entre guillemets. si on repart sur les influences des Hauts de Hurlevent, à la fin des Hauts de Hurlevent, Young Cathy, qui prend énormément de traits de Sansa, se marie avec son cousin, un mariage d'amour avec son jeune cousin qu'elle aime profondément. Ce qui pourrait possiblement suggérer un mariage avec Jon Snow. C'est en tout cas ce que beaucoup de forums anglo-saxons souhaitent. Ah, moi, je la vois plutôt avec Aegon 6, enfin avec Faegon, qui reprend un petit peu cette figure de prince idéal, qui n'est pas, mais qui est présenté par Varys comme étant le prince idéal. Je trouve que ça rentre bien avec la thématique de Sansa. Eridan? Je suis assez d'accord avec Babar. Aegon est aussi mon premier choix pour une autre raison d'ailleurs, c'est que tu as Dorne qui s'intéresse à Aegon, tu as les Martels qui sont un match possible pour Aegon. Ce serait assez amusant de retrouver un espèce de match retour comme il y avait pu y avoir avec les tantes Elia Martell et Lyanna Stark, qui est un match retour autour du pseudo-fils de Rhaegar avec les deux nièces, Sansa Stark et Arianne Martell, ou encore un autre personnage associé Martell, je ne sais pas, mais enfin bon, ce serait assez amusant. Accessoirement, le fait qu'il y ait mariage, ça voudrait dire que les intérêts de Varys et de Littlefinger se remettent à converger, et ça me fait beaucoup rire, parce qu'après s'être tiré dans les pattes comme pas permis, ils finiraient par collaborer à nouveau l'un avec l'autre. Et puis, de toute façon, moi, Aegon, je pense pas qu'il va survivre très longtemps, donc l'un dans l'autre, tu peux parfaitement avoir un mariage avec Aegon qui débouche sur une reine vierge quand même, parce que, au final, il va se faire bouffer par un dragon, parce que c'est pas un vrai Targaryen. En fait, moi, j'espère au contraire que Sansa refusera Aegon, parce que je pense que ce serait la marque absolue qui montrerait qu'elle a grandi et que ça y est, elle est capable de voir au-delà des apparences. Aegon, il est tout ce qu'elle est censée vouloir, et j'adorerais qu'elle le refuse. Parce qu'en plus, lui, vice-versa, je pense qu'elle est tout ce qu'il veut. Oui. Et du coup, je trouverais ça terriblement croustillant qu'elle voit au-delà des apparences et qu'elle se rende compte que c'est évidemment un faux, ce type. Et qu'elle le laisse se faire bouffer par un dragon, là, mais qu'avant, elle l'ait refusé. Parce que je trouve que ça montrerait à quel point elle a grandi. Ou alors tu la shippes avec Daenerys, comme ça t'as tout. Voilà.
Eh ben, sur ces braves paroles, on va conclure, chers amis. Merci Eridan Babard-Desbois et Nafadora pour cette analyse en 2 parties qu'on a menée sur Sansa Stark. Si tout ça ne vous a pas convaincu d'abandonner les ships avec Sansa, que ce soit avec Jon, avec Aegon, avec Sandor, on vous conseille de ne surtout pas aller chercher ceux avec Stannis Baratheon. En parlant de ce dernier, le prochain rendez-vous que vous aurez avec la garde de nuit, ce sera à travers le format de la Chandelle de Verre, qui est le 7 janvier, attaquera le premier des épisodes consacrés au joyeux parricide de Stannis Baratheon. Au programme du mois de janvier, vous trouverez également un épisode de La Gardez-vous où Shao accueillera le Tropper. Et nous, puisqu'on parlait d'Aegon et de Faegon, on attaquera notre rétrospective sur les Feux Noirs ce même mois. Sur ce, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager. Passez une bonne fin d'année et rendez-vous en 2023. Ciao, ciao! Pétyr retourna la main d'Elaine et lui effleura le poignet d'un baiser. Dès lors, dis-moi, mon cœur, pourquoi appelle-t-on Harry l'héritier? Ses yeux s'agrandirent. Il n'est pas l'héritier de Lady Vaubois. Il est l'héritier de Robert. Si Robert devait mourir... Pétyr haussa un sourcil en accent circonflexe. Quand Robert mourra? Notre pauvre brave Robin Cherry est un marmot si maladif. Ce n'est qu'une question de temps. Quand Robert meurt, Harry l'héritier devient Harold, défenseur du Val et sire des Airiers. Les bannerets de Jon Arryn ne m'aimeront jamais, pas plus qu'ils n'aimeront notre grotesque trembleur de Robert, mais ils aimeront leur jeune faucon. Et lorsqu'ils arriveront tous ensemble pour célébrer ces noces et que toi, tu te présenteras avec tes longs cheveux auburn, revêtus d'un manteau de vierge gris et blanc blasonné dans le dos d'un loup-garou, eh bien là, chacun des chevaliers du Val vouera solennellement son épée à te reconquérir tes droits de naissance. Tels sont les présents que je t'offre, ma chère Sansa. Harry, les Airiers et Winterfell. Cela vaut un nouveau baiser maintenant. Tu ne trouves pas ?